Bonjour, bonjour à Bonjour. tous. Bonjour Virginie. Bonjour Laetitia. Bon, bah super. Alors, on est contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire sur le printemps. Ça y est, j'ai mis la petite robe qui commence à fleurir pour se mettre dans l'énergie. Et donc, avant de commencer le webinaire et de se présenter et de tout vous expliquer, je vais déjà donner quelques petites informations importantes. Donc, la première, ce webinaire est en replay. Donc, vous pourrez y accéder autant que vous voulez par la suite et il sera envoyé automatiquement à toutes les personnes qui sont inscrites. Ça, c'est pour la première chose. Ensuite, attendez bien la fin du webinaire parce que on va vous proposer une petite remise qui sera intéressante pour pouvoir voilà, essayer plein de choses pour le printemps. Et puis, on a Jessica qui est sur le chat et qui répond à toutes les questions au fur et à mesure du webinaire. Donc, n'hésitez pas à la solliciter. Et si jamais, voilà, pour toutes les questions qui reviennent de façon récurrente, elle nous les transmettra pour qu'on puisse y répondre à tout le monde. Voilà, donc n'hésitez pas, on est là. Et donc, pour resituer un petit peu le programme du webinaire. Donc, on va d'abord parler dans une première partie de la fatigue. On va essayer de comprendre ce qui se joue, pourquoi quand on passe de l'hiver au printemps, on est plus fatigué et voilà, quelles sont les solutions. On va parler de la réaction face aux allergies, comment ça se passe, l'inflammation, ce gaspillage énergétique qui nous coûte aussi de l'énergie. Et on verra donc dans une troisième partie comment on peut stimuler son organisme pendant cette phase importante de transition, quelles sont les solutions pour l'oxygénation cellulaire. On vous parlera voilà, de tout ça avec les conseils nutritionnels. Voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Virginie, pour le programme. Non, c'était parfait, parfait, parfait. Super introduction. Bon, bah, ce que je te propose, du coup, c'est de commencer à te présenter pour toutes les personnes qui sont là avec nous. D'accord. Alors, moi, je m'appelle Virginie Volny. Je suis formatrice chez Holist. Et avant, j'étais attachée en nutrition clinique. Donc, le but aujourd'hui, c'est de vous apporter des explications avec Laetitia sur beaucoup de choses et aussi un petit peu sur la nutrition. Voilà. Et donc, toi, Laetitia, je t'invite à te présenter également. Eh bien, moi, donc, je suis d'une première vie sage-femme. J'étais sage-femme jusqu'en 2015 dans la fonction publique. J'ai démissionné parce que je me retrouvais plus du tout dans le système hospitalier comme il était géré, on va dire, et je manquais de temps avec les personnes. Donc, j'ai eu cette envie vraiment d'ouvrir et d'apprendre beaucoup plus sur le fonctionnement du corps, sur le vivant, et puis d'avoir du temps avec les patientes. Donc, je me suis formée à la naturopathie pendant 2 ans à Paris, et j'enseigne également dans une école qui s'appelle l'Institut de naturopathie humaniste à Paris également. J'enseigne tous les sujets de l'obstétrique pour les futurs naturopathes. Et je suis la fondatrice de LifeScode, donc c'est ce qui nous amène aujourd'hui, qui est une marque spécialisée dans les compléments alimentaires à base de microalgues essentiellement. C'est vraiment notre expertise, la spiruline, la phycocyanine et aussi les compléments alimentaires du quotidien, les basiques, le magnésium, les oméga 3 végétaux, la vitamine C liposomale, le collagène marin, voilà. Tout avec une superbe qualité et une composition minimaliste. Voilà pour la présentation. Et donc, on va commencer avec pourquoi une association dans le webinaire entre LifeScode et Holist. Si tu veux commencer à en parler, Virginie. Oui, ben, je crois que ce sont en fait des valeurs communes. Pour parler un petit peu de René Jacquier, justement le fondateur du bol d'air, lui cherchait justement à recréer les paramètres idéaux pour bien vivre, pour que l'humain se retrouve un petit peu dans les conditions idéales. Et donc, si l'on recherche un petit peu les conditions idéales, il faut savoir que tout être humain, même tout animal, est vraiment paramétré biologiquement pour avoir accès à un air de qualité, une eau de qualité, une alimentation de qualité et une vie cohérente. C'est ça qui est super intéressant, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, il faut bien reconnaître qu'il y a des tas de facteurs tels que la pollution, tels que l'obligation de devoir travailler vite,
l'obligation aussi de ne pas bouger quand on a envie de bouger, etc., impacte vraiment notre qualité de vie, notre vitalité, voire notre santé. Donc le but, c'est de recréer les choses les plus naturelles, les plus vraies possibles pour pouvoir redistribuer à notre organisme ce dont il a besoin. Et en ce sens, justement, le bol d'air dont je vous parlerai est une prouesse. Et LifeScode a justement le mérite de savoir concevoir des compléments alimentaires qui sont vraiment de très haute qualité. Je te laisse en parler. Oui, c'est ça, c'est exactement ce que tu dis, c'est revenir sur le fonctionnement normal du corps, sur l'homéostasie, en prenant en compte le terrain et nous, notre philosophie, c'est vraiment revenir à la cause de la cause de la cause et comment revenir plus à la cause qu'avec les origines de la vie, avec les microalgues, avec tout ce fondement, et vous, avec la respiration, avec l'oxygénation, c'est vraiment les basiques et les piliers d'une santé optimale. Donc voilà, on va en parler plus en détail par la suite, mais sinon voilà, les valeurs qui nous réunissent sont vraiment le fait de la haute qualité, de l'excellence, d'accompagner les personnes aussi sur le chemin et d'avoir des vraies valeurs sur le vivant et le respect de la vie. Ça, je pense que c'est vraiment très important. Alors, oui, pardon, excuse-moi. Non, je voulais conclure avec enthousiasme en même temps que toi. Et c'est pour ça que l'idée, justement, c'est quand les valeurs peuvent finalement se concrétiser dans des choses comme des micronutriments de qualité et puis une technologie sophistiquée qui nous permet d'avoir accès en fait à un air de qualité, tout simplement. C'est ça, et puis l'expérience, l'expertise. Ouais. Ça fait un petit bout de temps que vous avez, que René Jacquier a créé le bol d'air et c'est vrai qu'on a pu le voir et j'ai été bercée par ça aussi à l'école de naturopathie, j'ai pu le tester, c'est vraiment exceptionnel. Hein. Oui, et puis par rapport justement à ce que tu disais aussi, lorsque j'étais attachée en nutrition clinique, pour moi, la première chose qui était nécessaire au bon fonctionnement du corps, c'était l'alimentation, la nutrition, la qualité nutritionnelle. Et je représentais souvent l'humain par un triangle. Je dessinais une petite base et je demandais aux gens, c'est quoi cette petite base qui fait que le triangle va rester triangle et ne pas s'effondrer. Et j'attendais que l'on me dise la nutrition. Mais avant, il y a l'oxygène. Et ça, on en parlera. Parce que sans oxygénation cellulaire, le corps ne peut pas métaboliser les nutriments. Et c'est pour ça que nous sommes aussi complémentaires. Et c'est pour ça que nous sommes là. Oui, c'est grâce à l'oxygénation, bien sûr. Alors, on va commencer tranquillement en parlant de la fatigue printanière et pourquoi le passage de l'hiver au printemps peut entraîner cette sensation de fatigue. Donc ça, c'est un grand sujet. On s'en rend beaucoup compte quand on accompagne les personnes. C'est vrai que ça touche essentiellement les enfants, les personnes âgées, mais aussi beaucoup les femmes entre 35 et 50 ans, notamment parce que on est surstimulé, sursollicité et forcément, dès qu'il y a un facteur qui déséquilibre, on le sent tout de suite. Et quels sont les symptômes donc de cette fatigue? Souvent, ça peut être un malaise général, une asthénie, ça c'est flagrant, mais aussi une diminution de l'appétit, une perte de la libido, une perte de l'énergie, un manque de concentration, on a plus de mal à y voir clair, on se sent dans le brouillard, on est irritable, nerveux, anxieux, on peut ressentir de la tristesse ou des difficultés à s'endormir. Ça, c'est les signes majeurs de la transition, de la fatigue qu'on peut ressentir au printemps. Et évidemment, ces troubles vont être accentués avec l'hygiène de vie à côté. C'est sûr que si on est stressé, si on est sédentaire, si on mange mal, ça va exacerber ces symptômes de fatigue. Donc ça, c'est déjà pour poser le contexte. Donc au printemps, il y a beaucoup de changements qui peuvent nous amener sur une fatigue des métabolismes. Déjà, il se passe plusieurs choses. On a plus de luminosité. Donc ça a un impact qui n'est pas négligeable. On sent pendant l'hiver que ce manque de luminosité nous atteint sur notre jovialité, sur notre morale, sur notre humeur, sur l'énergie aussi. Et moins on a de lumière, plus on sécrète de mélatonine. La mélatonine, donc c'est l'hormone du sommeil. Donc on a tendance à être beaucoup plus fatigué quand il fait plus obscur.
à l'arrivée du printemps, on a plus de lumière. Donc, ça va jouer forcément sur notre équilibre hormonal, notamment avec la sécrétion du cortisol, qui va venir nous mettre un peu plus en stress, en action, et qui va nous demander de passer à l'acte. Donc, on a tous nos organes, tout notre métabolisme qui se remet en éveil, et ça peut coûter de l'énergie. Donc, il faut déjà s'adapter. Il y a aussi les modifications de la température qui augmentent, qui font aussi qu'on doit changer notre fonctionnement, l'humidité, la pression atmosphérique. Bon, voilà. Tout ça, c'est une phase d'adaptation qui va être plus ou moins longue en fonction des personnes et qui va être plus ou moins intense aussi en fonction de notre terrain de base et de l'état où l'on part. Et il faut savoir que pendant l'hiver, on a puiser beaucoup sur nos réserves, puisque tout ce qu'on a accumulé à l'été dernier, à l'automne, on a commencé déjà à puiser dessus, mais à l'hiver, on a puisé sur toutes les ressources qu'on avait pu faire. Donc, on arrive vraiment au bout du bout au printemps. Donc, c'est une phase où on demande au corps de se remettre en action alors qu'on est déjà au bout de notre énergie, entre guillemets. Et si on observe le cycle des saisons, il y a vraiment cette dépression dans le sens de vide, dans le sens de diminution en hiver. On sent que la nature se met en sommeil, en latence, que voilà, la terre est sèche, il n'y a rien qui pousse. On est dans une phase de lenteur, de diminution. Et la vie nous demande cette diminution. Et à l'inverse, au printemps, on a l'énergie qui reprend, on a les émonctoires qui vont s'activer parce que le printemps, en médecine chinoise traditionnelle, c'est l'énergie du foie. Le foie, c'est un filtre qui a pour rôle vraiment de gérer énormément de toxines, de toxiques, donc il se remet en action et il a entre 300 et 500 fonctions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça coûte de l'énergie au foie parce qu'en hiver, il a été malmené. C'est l'organe le plus chaud du corps. Donc, il est entre 39 et 42 degrés. Donc, il a besoin de beaucoup de chaleur. Il dépense beaucoup d'énergie pour se chauffer. Et donc, il arrive vraiment affaibli en fin d'hiver. Et là, hop, il se remet en action. Donc, ça peut vraiment aussi entraîner une sensation de fatigue, ce changement d'état. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit encore sur la physiologie? Ah oui, avec la température qui augmente, on va avoir une vasodilatation des vaisseaux et une diminution de la tension artérielle. Ça peut aussi entraîner de la fatigue. Donc voilà, on sort de cet hiver où le corps s'était mis à petit feu, il avait réduit son métabolisme et sa température et on arrive sur un renouveau avec la remise en action. Et tout ça peut coûter pas mal d'énergie et on peut le sentir vraiment fortement, d'autant plus que c'est pas pour nous aider, mais à la fin du mois de mars, on a le changement d'horaire aussi qui nous décale par rapport à nos rythmes biologiques, on passe à l'heure d'été et c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont avoir du mal à s'en remettre de ce changement d'état et ça va être plus ou moins long. Donc voilà, ça peut venir accentuer encore plus cette sensation de fatigue. Est-ce que toi, Virginie, tu as des choses à ajouter pour parler de la fatigue du printemps? Oui, pour parler de la fatigue du printemps, je te rejoins complètement par rapport justement à, on va dire, la métaphore des agriculteurs qui normalement travaillent de manière intensive au printemps et en été et justement s'arrêtent en hiver, un petit peu comme la Terre. Eux, ils sont vraiment en adéquation avec la nature. Et nous, dans notre mode de vie, nous ne sommes plus en adéquation avec la nature. Et puis il y a aussi le petit phénomène qui titille beaucoup de gens, c'est les pollens et autres choses qui vont aussi fatiguer le corps avec l'arrivée de ce qu'on appelle les allergies, qui deviennent un vrai phénomène de société puisque 30% de la population serait allergique. Alors, c'est vrai que l'allergie, c'est quelque chose de très, très particulier. Je te laisse peut-être en parler, on en parle ensemble. Oui, bah, comme tu veux, je peux en parler ou tu en parles comme tu veux. En fait, l'allergie, moi, ce que j'aime toujours dire, c'est vraiment une réaction disproportionnée du système immunitaire qui n'arrive plus à faire la différence entre les vrais agresseurs, comme les virus, par exemple, et les non-agresseurs, par exemple, les pollens. Et en fait, il y a beaucoup de causes, Laetitia nous en parlera davantage, qui font que notre corps n'arrive plus à faire le distinguo. Et ce qu'il y a de terrible, c'est que l'allergie,
en fait, peut entraîner une inflammation chronique. Et cette inflammation, c'est vrai que ça fatigue énormément. Hein. Hyper fatigant. Et c'est là qu'on arrive à ce fameux stress oxydatif et aussi à cette hypoxie. L'hypoxie, ça veut dire donc sous-oxygénation. Et c'est vraiment un cercle vicieux parce que l'inflammation entraîne un manque d'oxygène et le manque d'oxygène entraîne une inflammation. C'est pour ça que tout à l'heure, nous parlerons de cette synergie aussi entre le bol d'air et la phycocyanine pour pouvoir justement réduire cette réponse allergique. Il y a vraiment des vraies solutions. Laetitia, tu voulais sûrement rajouter quelque chose? Oui, c'est ça. Ben oui, comme tu dis, effectivement, il y a l'allergie, on va en parler plus en détail. Et il y a aussi les complications de l'allergie. Parce que l'allergie, c'est une chose, mais souvent, ce qui nous fatigue beaucoup aussi quand on est allergique, c'est toute la congestion, la rhinite allergique et toutes les complications que ça peut induire. Il y a des personnes qui sont devenues asthmatiques à cause de ces rhinites allergiques répétitives. On dit qu'il y a environ 8 fois plus de personnes asthmatiques chez les personnes allergiques. Les conjonctivites aussi, conjonctivites allergiques qui touchent 85% des personnes allergiques. Et la sinusite chronique, la toux chronique qui peut induire des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes, etc. Effectivement, tout ça, ça s'ajoute à la fatigue. Et tu disais 30% là, de personnes allergiques et c'est un phénomène qui est en constante augmentation et ils estiment que bientôt, on va dépasser la barre des 50% parce que il y a tous les facteurs environnementaux aussi qui nous mettent en état de réactivité intense face aux allergènes. Et c'est vrai, on va en parler aussi plus après, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui touche énormément de personnes. Et c'est là qu'il devient intéressant justement de se regarder soi-même et de se poser des questions. Quelle est la qualité de l'air que je respire? Quelle est la qualité de mon alimentation? Quelle est la qualité de ma vie? En fait, dès qu'on sort de chez soi, il faudrait pouvoir se dire, alors, qu'est-ce que je respire? Et quand on arrive, quand on se met dans sa voiture, on est assis et se dire, qu'est-ce que je respire? Quand on arrive au bureau, qu'est-ce que je respire? Ouais. On l'oublie que c'est le carburant principal. Hein. Voilà. Et il faut vraiment prendre conscience que le monde d'aujourd'hui nous impacte vraiment beaucoup. Et c'est pour ça que, comme tu disais, il y a 30% de personnes allergiques aujourd'hui, mais ça va encore augmenter. Parce que l'environnement n'est pas prêt de s'améliorer. Et puis, tu parles de respirer, mais comment on respire aussi? La plupart des personnes, en fait, quand on se concentre sur la respiration, ça descend jamais en dessous des clavicules. On sent qu'on est en stress et on a vraiment une respiration très serrée, très, très haute. Alors que pour pouvoir avoir une respiration qui soit vraiment efficace et ample, on conseille vraiment de faire descendre l'air jusqu'en bas du ventre et d'avoir cette respiration abdominale. Et quand on se pose 2 minutes, qu'on relâche les épaules et qu'on fait le test, en fait, on se rend compte qu'on respire vraiment tout là-haut. Oui. Ça, c'est très important aussi pour pouvoir bénéficier. Bon, c'est sûr, quand on est en plein milieu des hydrocarbures, des pollutions, on n'a pas envie de respirer, on se met en apnée, peut-être en mécanisme de survie, mais c'est sûr que la qualité de ce que l'on respire, c'est très, très important. Et parler d'allergie, ça revient aussi en réalité à parler du système immunitaire, parce qu'on parle beaucoup d'allergie comme ça de façon banale, enfin je ne sais pas comment le dire, mais on oublie que derrière c'est notre système immunitaire et que notre système immunitaire, il dépend d'énormément de nos actions. Et on parlait du terrain tout à l'heure, de l'alimentation, ça c'est sûr. Il y a 80% de l'immunité qui provient de l'intestin. Donc déjà, la toute première chose à faire, c'est prendre soin de son intestin. C'est déjà, enfin, toute première chose après la respiration, bien sûr, mais c'est quelque chose que tout le monde peut faire, de prendre soin de son intestin, de renforcer sa barrière intestinale parce que ça a un impact direct sur notre immunité. Donc, le système immunitaire, comme tu disais tout à l'heure, c'est celui qui va nous protéger des formes d'agression, quelles qu'elles soient, extérieures, mais aussi intérieures, qui sont celles de notre propre fonctionnement ou notre dysfonctionnement, comme quand ça induit des maladies auto-immunes. Donc, généralement, il y a 2 phases dans l'allergie. Il y a la phase de sensibilisation et la phase d'allergie.
Donc, la phase de sensibilisation, c'est simple, c'est quand on respire, qu'on est en contact avec un allergène. Cet allergène vient stimuler notre muqueuse nasale et donc, il va être capturé par les lymphocytes T. Les lymphocytes T, ce sont des globules blancs, pour faire simple. Ces lymphocytes T vont s'activer et ils vont produire des cytokines. Les cytokines, elles, à leur tour, elles vont aller activer d'autres globules blancs qui sont les lymphocytes B, enfin, elles vont permettre leur production. Et c'est eux qui vont fabriquer les anticorps. Donc là, on est dans cette phase de sensibilisation où on est en contact avec un allergène et que notre corps va, en réponse, fabriquer des anticorps que l'on appelle des IgE, pour rentrer dans les détails. Donc, c'est ça la phase de départ. Ensuite, on est de nouveau exposé à l'allergène et là, c'est la phase de l'allergie à proprement parler, c'est-à-dire que hop, le corps va réagir fortement parce qu'il est de nouveau confronté et il va mettre en place une cascade d'événements qui très rapide, qui va durer quelques minutes et qui vont donner naissance aux symptômes qu'on connaît de la rhinite allergique. Donc, les démangeaisons, la congestion, la vasodilatation, la production de mucus, une stimulation des nerfs sensoriels, des éternuements, des rhinorrhées, enfin voilà, tout ce qu'on connaît des symptômes de l'allergie classique. Et donc, plus tardivement, donc 2 à 6 heures après l'exposition, il va y avoir tout un tas de médiateurs moléculaires et cellulaires qui vont intervenir et qui vont faire que l'inflammation, elle va s'installer, elle va se prolonger. Et c'est là qu'on va produire des radicaux libres. Excusez-moi, une toute petite seconde, j'ai oublié de couper quelque chose. Hop là. Du coup, j'enchaîne. Pardon, désolée, mais il y avait le babyphone. Excusez-moi. Voilà, donc j'en étais à cette production de radicaux libres et comme je le disais tout à l'heure et toi aussi Virginie, bah, forcément tous les facteurs environnementaux vont encore plus augmenter cette réaction inflammatoire, allergique et la production des radicaux libres, notamment bah, tout ce qui est particules fines, les gaz d'échappement, le tabac, les polluants, tout ça qui vont venir abîmer, on va dire, les membranes de nos cellules et les radicaux libres, c'est assez embêtant puisque ça joue ça abîme jusqu'à l'ADN hein, quand il y a une production excessive. Et donc, ça va amplifier ce phénomène allergique. Donc, oui, vas-y. Je voulais même rajouter que dans des cas justement extrêmes comme les ischémies, il y a une hypoxie quasiment totale qui peut entraîner la mort, enfin même qui va entraîner la mort de certaines cellules. Et ça, c'est très grave. Eh bien oui, parce que du coup, au lieu d'aller vers le phénomène de création de la vie, on va se mettre à détruire nos propres cellules par manque d'oxygénation cellulaire. Ouais. Et ça, donc on va voir comment limiter ce phénomène d'hypoxie, ce phénomène d'ischémie et du coup, ben, l'inflammation chronique, parce que c'est l'inflammation chronique qui nous gêne au final dans les cas d'allergie. Hormis tous les symptômes qu'on a qui se manifestent visibles à l'extérieur, on va dire, de congestion, d'éternuement, etc., de larmoiement des yeux, de conjonctivite. Mais ce qui est le plus embêtant, c'est tout ce qui se crée de façon chronique et qui est latent et qui nous coûte énormément d'énergie. Ouais. Oui, c'est vraiment la chronicité de l'inflammation qui est problématique, parce qu'au départ, elle est naturelle, l'inflammation, elle nous protège. Mais normalement, l'homéostasie arrive très vite. Et dans ce cas, justement, de mauvais environnement, d'hypoxie, l'inflammation, malheureusement, devient chronique. Oui, puis il y a une histoire de défense antiradicalaire aussi, c'est qu'on a la possibilité de les gérer, ces radicaux libres. Mais il y a un moment, quand il y en a trop, notre propre système immunitaire est complètement dépassé et les radicaux libres vont prendre du coup le dessus, c'est pour schématiser. Et c'est là que ça empêche le fonctionnement normal des cellules, qu'on a plus de mal
assimiler les nutriments, plus de mal à évacuer les déchets, et du coup, ça s'accumule et c'est un cercle vicieux. Et nos émonctoires doivent travailler encore plus. Donc, les émonctoires, c'est ce qui permet d'évacuer les toxines et les toxiques, donc le foie, les reins, la peau, les poumons. Il y a énormément de choses qui passent par la respiration aussi, parce qu'on parle souvent de la respiration pour ce qui entre, mais on oublie ce qui sort aussi. Il y a beaucoup de déchets qui ressortent avec l'air expiré. Et donc, ça coûte énormément d'énergie. Et c'est vrai que si on peut s'épargner ce gaspillage énergétique, effectivement, c'est précieux. Oui. Tu as des choses à ajouter sur l'inflammation ? Oui, sur l'inflammation, non, je crois que tu as tout très bien expliqué. Ce que j'ai toujours envie de dire, c'est que par exemple, quand on se regarde soi-même dans un miroir, on se voit comme une personne et en fait, on a tendance à oublier que nous sommes quand même une véritable communauté de cellules. Et ces cellules, elles sont sensibles, elles sont individuelles, mais elles interagissent. Et il faut reprendre conscience de tout ça. Nous sommes un ensemble de cellules qui ne demandent qu'à vivre, mais qui dépendent de beaucoup de soins pour qu'elles puissent vivre. Et on en arrive, mais c'est peut-être trop tôt, tu me dis, à parler des mitochondries, les petites centrales énergétiques. Tu peux en parler de toute façon, c'est jamais trop tôt pour parler des mitochondries. Voilà, donc ce qu'on appelle les mitochondries. Alors pour certains, c'est des souvenirs de troisième ou alors on en a parlé plus tard en fac. En fait, dans nos cellules, nous avons vraiment des petites centrales énergétiques. Ce sont des mitochondries. Ces mitochondries, pour vivre, ont besoin de nutriments et ont besoin d'oxygène. Mais j'en reviens à mon image du triangle, elles ont avant tout besoin d'un oxygène de qualité pour pouvoir métaboliser les nutriments. Ça, c'est super important. Je fais déjà une petite parenthèse par rapport à la nutrition. C'est-à-dire que moi, en tant qu'attachée en nutrition clinique et passionnée depuis petite de nutrition, à un moment de ma vie, j'ai compris que l'on pouvait, et observer surtout, que l'on pouvait manger les meilleurs aliments possibles si l'on respire mal, même si on respire bien, mais qu'on n'a pas un air de qualité, on ne peut pas utiliser correctement les aliments que nous mangeons, qui vont finir par nous encrasser au lieu de nous apporter de l'énergie. Et ça, c'est terrible. Et l'âge avançant, c'est de pire en pire. Il y a, alors comme les émonctoires, comme tu le disais, ne fonctionnent plus très bien, donc on va prendre une image, on va imaginer une personne qui vit dans un air, on va dire, moyen, qui est plutôt sédentaire, qui prend sa voiture tous les matins, qui arrive à 50 ans, 40 ans, on va dire, et qui se dit, tiens, à partir de maintenant, je vais mettre des choses en place pour être bien. Et qui va justement s'intéresser à la nutrition et qui va commencer à bien manger et qui ne verra pas de résultat. Et pourquoi ? Parce que côté oxygénation, si cette personne n'a pas pris conscience du problème et qu'elle n'a pas mis en place des solutions, mieux respirer, mieux s'oxygéner, son alimentation améliorée n'apportera pas de bénéfices. Et pire, va encore continuer à l'encrasser. C'est sûr, c'est essentiel. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça ? Donc, non, je pense que ça fait une bonne transition pour parler de comment stimuler son organisme au final et comment favoriser cette meilleure oxygénation, puisque c'est la base de tout. Et oui. C'est comme si on parle de faire le ménage, de nettoyer les placards, mais enfin de vider les placards, de les ranger, mais sans les nettoyer. Voilà, avant, faut commencer par les bases. Et oui. Et c'est exactement ça. C'est comme ça que donc l'hypoxie, ça correspond à un vrai gaspillage énergétique parce que l'hypoxie va empêcher le bon fonctionnement métabolique. Donc du coup, ce qui est censé nous vitaliser va nous fatiguer et ça ne va pas aller en s'améliorant avec le temps. Ok, est-ce que tu veux du coup commencer à nous parler du bol d'air pour nous expliquer comment il peut être intéressant sur l'oxygénation justement, parce que c'est vrai que c'est fabuleux. Oui, voilà. Le bol d'air Jacquier a de fabuleux qu'il est capable
de restituer ce qui se passe à certains moments dans la forêt de pins maritimes chez nous, dans notre salon, dans notre chambre, dans notre bureau. Il suffit d'appuyer sur un bouton et on a ça. Alors, pour bien vous expliquer, le bol d'air va permettre d'utiliser les propriétés oxygénantes du pin maritime. C'est-à-dire qu'il va transformer les parties volatiles, donc ces bonnes odeurs, ces essences que vous connaissez, en porteurs d'oxygène. C'est ça qui est très particulier parce que dans la forêt, dans la canopée de pins maritimes, ça ne va arriver que certains jours et à certaines heures. Donc, avec le bol d'air, on appuie sur un bouton et on a ça. Alors, ce qui va se passer, c'est que vous êtes devant le bol d'air. J'espère que vous l'avez déjà essayé. Sinon, il faut absolument l'essayer parce que on le ressent tout de suite, ce qui se passe. Ah, mais c'est incroyable, c'est immédiat. Dès qu'on sent cette odeur, c'est vrai qu'elle est très particulière. On sent à l'intérieur le... Oui, il se passe quelque chose et après, on est détendu. On a l'impression qu'on apporte à son corps ce qu'il réclamait. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, ça, j'ai ressenti en arrivant chez Holist, par exemple. Ça fait du bien et on comprend quelque chose et on a envie de continuer. Et puis on a même les épaules qui tombent, enfin, le corps réagit aussi de suite physiquement. Oui, il y a tout. Il y a tout, oui, parce que c'est vrai qui se relâche. quand il y a inflammation, de toute façon, ça génère des stress au niveau de la cellule. Et les stress au niveau des cellules finissent finalement par retentir dans le corps en général. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ont par exemple des fibromyalgies, etc. C'est des douleurs récurrentes. Et ça vient toujours, enfin quasiment toujours, de la sous-oxygénation au départ. Et donc, lorsque l'on respire des transporteurs d'oxygène, c'est ça qui est hyper intéressant. Le bol d'air Jacquier n'a rien à voir avec des appareils que l'on trouve par exemple à l'hôpital ou chez les pompiers, où on va respirer de l'oxygène pur. Parce que ça pourrait justement générer un stress oxydatif. Oui, ça, c'est réservé à l'usage médical, d'ailleurs, voilà. de respirer l'oxygène. Oui, parce que dans l'air, quand vous sortez, il y a 21% d'oxygène, pas plus, pas moins. Il y a aussi d'autres gaz et des substances aromatiques. Quand on est à l'hôpital, c'est de l'oxygène pur. Notre corps n'est pas fait pour respirer tout le temps de l'oxygène pur. Oui, parce que c'est délétère aussi quand on a trop d'oxygène. Ce qu'on appelle l'hyperoxie. On a parlé de l'hypoxie, mais l'hyperoxie l'est également. Voilà. Et aussi, ça crée en fait également un stress oxydatif. Alors là, en fait, on va respirer des transporteurs d'oxygène et on verra d'ailleurs comment la phycocyanine peut en plus apporter son subtil coup de main. Donc, on va respirer des transporteurs d'oxygène qui vont aller se fixer au niveau des globules rouges. Et ces transporteurs d'oxygène, en fait, vont permettre de donner aux cellules qui ont besoin d'oxygène et uniquement aux cellules qui ont besoin d'oxygène, et au moment de l'inspire, l'oxygène dont elles ont besoin. Ni plus, ni moins. Avantage, on va dire 3 minutes de bol d'air. On respire des transporteurs d'oxygène, donc comme je vous le disais, qui vont se fixer sur les globules rouges, et ça veut dire que l'oxygénation va durer plusieurs heures. Ouais, ça c'est génial. C'est super. Mais du coup, c'est quoi la différence entre le bol d'air et un diffuseur, comme on peut acheter dans le commerce, un diffuseur d'huile ou des choses comme ça? Oui, très bonne question, Laetitia. Ça n'a rien à voir. Parce qu'un diffuseur va diffuser les molécules aromatiques. En fait, le bol d'air Jacquier n'est pas du tout un diffuseur et se distingue du diffuseur par une technologie sophistiquée. Ça s'appelle précisément un module de peroxydation qui va permettre justement de transformer une partie des molécules aromatiques en transporteurs d'oxygène. Et donc, ce que l'on respire lorsque nous sommes devant le bol d'air, ce sont bien des transporteurs d'oxygène et non pas les molécules aromatiques. Si vous mettez de l'huile essentielle de pin maritime dans un diffuseur et que vous vous mettez comme ça devant pendant 3 minutes, vous allez avoir les yeux tout rouges et c'est pas du tout la même chose. Ça peut être irritant, mais surtout, on n'a pas le bénéfice attendu. Le bol d'air Jacquier, c'est vraiment une technologie sophistiquée. Il y a eu plusieurs modèles, hein, ça existe quand même depuis longtemps. Le dernier modèle que nous avons, l'Aéro 2, vraiment reproduit à merveille ce qui se passe dans la nature. C'est vraiment une vraie transformation. Et la différence avec un ioniseur, du coup?
Alors, la différence avec un ioniseur, c'est qu'un ioniseur va ioniser. Alors, avec notre bol d'air, l'aéro 2, justement, il y a un petit peu d'humidité aussi. Donc, il y a un petit peu d'ions négatifs. Mais par contre, en aucun cas, nous appelons ioniseur. Et un ioniseur va permettre Alors, c'est quoi les ions négatifs? Quand il y a un orage, il y a une activité électrique qui se prépare. D'ailleurs, on le ressent si on est dans la forêt. Avant l'orage, c'est sec. L'air est très sec. C'est très désagréable. Ensuite, il pleut. Et cette odeur caractéristique de la pluie, ce sont les ions négatifs. Et ça, c'est très bon pour la santé. Donc, un ioniseur va générer justement des ions négatifs. Le bol d'air Jacquier va générer des transporteurs d'oxygène. D'accord. Mais c'est des transporteurs qui sont plus assimilables que l'oxygène lui-même, parce que c'est plus petit, non? Il y a une histoire de taille de molécules ou pas? Il y a une histoire de taille de molécules, et puis c'est aussi quelque part ce phénomène. On reproduit quelque chose de naturel. Ouais. C'est un peu le principe du sanatorium, c'est-à-dire que notre biologie est faite pour reconnaître les choses les plus naturelles possibles. Il se trouve que le principe de la fabrication du transporteur d'oxygène existe dans la canopée de pins maritimes, plutôt au niveau de la cime, puisque c'est au niveau de la cime qu'on a vraiment toutes les branches et les épines. Ouais, du coup, il faudrait grimper en haut des pins. Voilà, et y être au bon moment, à la bonne heure, et en plus, il faut grimper, donc c'est fatigant. Et en fait, c'est très assimilable. Surtout au printemps où on est déjà fatigué. Déjà, en plus. Et peut-être allergique, donc déjà, on tousse. Mais c'est vrai que c'est très naturel, donc il y a vraiment une grande compatibilité. Les transporteurs d'oxygène sont quelque chose que l'on devrait pouvoir retrouver facilement autour de nous. Alors, nous n'avons pas tous, évidemment, des pins maritimes à disposition, mais quand on va dans la forêt, on n'a pas des transporteurs d'oxygène, mais on a quand même de l'oxygène. Mais le transporteur d'oxygène, c'est vraiment quelque chose de très particulier qui va permettre au corps d'avoir une réserve en oxygène de qualité pendant plusieurs heures. Et du coup, tu dis plusieurs heures, donc tu conseilles de faire le bol d'air plusieurs fois par jour? Combien de fois? Enfin, c'est quoi le mode d'emploi, entre guillemets? Alors, il n'y a pas de mode d'emploi strict, mais le mieux, ce serait finalement, on pourrait faire une séance de 6 minutes. C'est bien. Mais si on fait 2 séances de 3 minutes, c'est mieux. Et si on fait 3 séances de 2 minutes, c'est encore mieux. Après, on peut faire 3 séances de 3 minutes, etc. Il n'y a pas d'excès. Il n'y a pas de surdosage. On ne peut pas se dire j'ai respiré trop de transporteurs. Non, aucun cas. Et donc, de les espacer de combien de temps pour que ce soit le plus efficace, pour qu'on puisse avoir un effet qui perdure le plus longtemps possible? Allez, 3 heures, minimum 3 heures, ou voire plus. Si on fait matin, midi et soir, à peu près. Matin, midi et soir, si on peut. Donc, le modèle Aéro 2, justement, permet de faire des séances courtes, même d'1 minute. Parce que parfois, on est encore dans cette démarche de toujours se dépêcher, etc. Mais on peut faire des séances d'1 minute, on peut faire 3 séances d'1 minute, 4 séances d'1 minute, 5 séances d'1 minute dans la journée. C'est vrai qu'il vaut mieux espacer un petit peu. Non pas qu'il y ait donc un risque, comme tu disais, de suroxygénation, mais ce n'est pas la peine de trop rapprocher. Et à partir de quel âge on peut en faire? J'ai vu sur les salons, etc., des enfants qui en font. Il y a une limite d'âge ou... Oui, on ne dit pas, normalement pas avant 36 mois. Voilà. C'est un petit peu la même réglementation, justement, que pour les compléments alimentaires. Ouais. Ok. Il y a une question sur le chat qui nous demande qu'est-ce qu'on entend par transporteur d'oxygène? Est-ce que c'est les alpha-pinènes? Oui. Ok, bon bah, efficace. Voilà, oui, il y a les alpha et les bêta-pinènes, et ce sont surtout les alpha-pinènes qui ont cette capacité de pouvoir se transformer en porteurs d'oxygène dans certaines conditions. Ok, et du coup, pour les personnes que ça intéresserait, qui voudraient essayer, comment on peut se le procurer? Comment on peut essayer? Alors, le mieux, c'est d'aller sur le site Holist. Alors déjà, vous pouvez trouver, il y a un petit onglet qui vous permettra de trouver les centres bol d'air agréés proches de chez vous.
Autrement, vous pouvez en louer un, vous pouvez en acheter un. Il y a beaucoup de souplesse de financement qui a été mise en place de la part d'Holist pour que le bol d'air soit vraiment accessible à tous. Voilà. Okay. Et justement, cette complémentarité avec la phycocyanine. Et oui, bah, la phycocyanine, pour expliquer ce que c'est, parce que souvent on ne la connaît pas et c'est bien dommage, c'est le pigment bleu qui se trouve dans la spiruline. Donc la spiruline, c'est une microalgue, une cyanobactérie, qui est là depuis tout le temps. Ça fait 3 milliards d'années et demie qu'elle est là. Avant les microalgues, il n'y avait rien, il y avait juste les cailloux. Donc c'est vraiment les microalgues qui ont permis ce passage vers le vivant, justement avec la photosynthèse et l'apparition de l'oxygène. Et c'est la phycocyanine, donc le pigment bleu de la spiruline, qui serait responsable de la photosynthèse grâce à son groupement de phycobiliprotéines. Donc, c'est vraiment une molécule essentielle dans le passage, dans la transition du vivant. Elle a une structure moléculaire assez intéressante parce qu'elle ressemble beaucoup à la chlorophylle et beaucoup à l'hémoglobine. C'est-à-dire qu'il y a 1 milliard d'années environ, on n'y était pas, mais ce sont des hypothèses, elle aurait capté le magnésium et suite à de nombreux enjambements, modifications, etc., elle aurait donné la chlorophylle, donc tout le règne végétal, et elle aurait capté le fer pour se transformer en hémoglobine et donner tout le règne animal. Donc la phycocyanine, c'est vraiment une molécule charnière à la base du vivant qui ressemble à beaucoup de molécules de notre corps. Elle ressemble dans sa structure à l'hémoglobine, comme je disais, donc la structure des globules rouges. Elle ressemble à l'EPO, l'érythropoïétine. Alors l'EPO, on la connaît plus dans le monde sportif, c'est ce que prennent les sportifs quand ils se dopent. Mais là, ça n'a rien à voir avec du dopage. La phycocyanine, donc, elle ressemble à l'érythropoïétine. Et l'érythropoïétine, dans notre corps, elle sert à la fabrication des cellules souches dans la moelle osseuse. Donc, c'est très important parce qu'elle permet de fabriquer toutes les cellules souches sanguines et notamment les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fabrique plus de globules rouges? On va transporter plus d'oxygène. C'est un peu le même principe qu'un sportif qui va à la montagne avant un match de foot, par exemple. En altitude, comme il y a moins d'oxygène, en réponse, il va fabriquer beaucoup plus de globules rouges pour pouvoir fixer l'oxygène qui est présent. Et quand il va redescendre à une altitude où il y a de l'oxygène normalement, il va avoir plein de transporteurs, plein de taxis pour transporter tout cet oxygène. Et ben, c'est un peu la même chose. Là, la phycocyanine, par sa structure proche de l'érythropoïétine, va nous permettre de fabriquer des cellules souches sanguines et du coup, on aura plus de transporteurs pour fixer l'oxygène. Donc, on comprend très bien le lien et très facilement avec le bol d'air Jacquier, où ce bol d'air qui nous amène un oxygène qui est plus assimilable, plus facilement transporté et non oxydant, eh bien, tous les globules rouges fabriqués par la phycocyanine notamment vont permettre, enfin, je fais des raccourcis, mais par les mécanismes en lien avec la prise de phycocyanine, vont permettre du coup de transporter davantage d'oxygène. Donc, ce qu'il faut dire quand même, parce que c'est important de la façon dont on le présente, c'est peut-être pas très clair, mais les deux sont vraiment indépendants et efficaces chacun de leur côté. On n'a pas forcément besoin à tout prix de prendre les deux ensemble. Par contre, quand on les associe, ça décuple encore plus les bienfaits et ça les magnifie tous les deux. Oui. Et du coup, à la fois, l'oxygène va permettre à la phycocyanine de faire encore mieux toutes ces réactions biochimiques, et la phycocyanine va permettre au bol d'air d'avoir encore plus de transporteurs pour être encore plus impactant sur les cellules, sur les noyaux des cellules. Donc, la phycocyanine, je vais quand même vous la montrer. Donc, ce sont des... Alors, je vous la montre comme ça. Voilà, je ne sais pas si... C'est à l'envers, mais ce sont des gélules. Dans le commerce, on la trouve beaucoup sous forme liquide. Ce qu'il faut savoir, c'est que la phycocyanine, elle est instable dans l'eau. Donc, nous, on la propose en gélule. Et ce qu'on conseille... Alors, je vais essayer de faire une petite acrobatie sans en mettre partout. On conseille d'ouvrir la gélule pour la verser dans l'eau juste au moment de la prendre, afin de la réhydrater. Et c'est ce qui va permettre vraiment de lui redonner sa forme initiale. Ça marche aussi quand on avale la gélule.
Et donc, on va la laisser se dissoudre tranquillement. Ce qui est assez intéressant donc avec la phycocyanine, c'est que comme elle est instable dans l'eau, nous on a contourné cette instabilité en la lyophilisant, c'est-à-dire qu'on l'extrait à froid, on la sèche à froid, ça c'est très important, ce qui permet de préserver au mieux ses qualités nutritionnelles et surtout de ne mettre aucun conservateur, aucun additif, aucun excipient. Donc on a une phycocyanine qui est vraiment très pure, très, très brute. C'est un puissant stimulant du système immunitaire. Il n'y a aucune contre-indication, aucune interaction médicamenteuse. Je vais vous montrer, je ne sais pas si on va voir. Non, là, on ne va pas le voir comme ça, avec la lumière. Mais ça fait une fluorescence rouge, mais ça ne sort pas du tout à l'écran. Là, on ne le voit pas, là. Ouais, on ne le voit pas. C'est dommage. Non. À faire chez soi. Faut faire chez vous parce que la couleur est complètement dingue. Donc voilà, je disais pas d'additifs, pas d'excipients, pas de conservateurs, pas de contre-indication connue à ce jour. On peut la prendre en interaction avec tout ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Et on ressent les effets beaucoup sur la vitalité en 3-4 jours. Et donc, sur ce travail de fabrication des cellules souches, ça, c'est très intéressant. Elle a énormément de bienfaits. Je vous invite à vous documenter par vous-même, à aller chercher. Il y a plein d'études qui commencent à sortir sur la phycocyanine et elle va vraiment sur l'homéostasie, elle va aider le corps à revenir vers un équilibre, vers un fonctionnement normal. Je ne sais pas si j'ai tout dit sur la phycocyanine. Tu vois des choses que j'aurais pu oublier? Non, moi j'aurais envie de rajouter que si on prend de la phycocyanine et si on fait du bol d'air, pardon, il ne faut pas oublier d'avoir une alimentation saine. Peut-être qu'on dise un petit mot sur l'alimentation. Savoir, en fait, ne pas avoir une alimentation pro-inflammatoire, c'est-à-dire qui va générer l'inflammation. Alors, une alimentation pro-inflammatoire, typiquement, ça va être lorsque l'on consomme des aliments que l'on appelle ultra transformés. Il suffit de contempler les étiquettes qui montrent en fait les ingrédients qui composent des plats tout préparés. Vous verrez que c'est très édifiant. Souvent, un ajout en sucre raffiné, même dans des produits salés. Le sucre raffiné étant acidifiant, donc pro-inflammatoire. Donc, l'idée serait puisque nous parlions justement de remettre en place les paramètres les plus sains possibles pour toutes vos cellules qui composent votre corps, avoir aussi une alimentation naturelle. Alors, il faut également faire très attention aux huiles alimentaires. Les huiles alimentaires sont nécessaires, contrairement aux idées reçues, parce qu'on a longtemps diabolisé les huiles en disant qu'elles faisaient grossir. Le gras, c'est la vie, hein, c'est les membranes des cellules, c'est essentiel. Les bons gras. Voilà, le bon gras. Alors, parmi les huiles, il faut justement avoir toujours le bon ratio entre oméga 6, pro-inflammatoire, et oméga 3, anti-inflammatoire. Exemple d'oméga 6, l'huile de tournesol. Si vous consommez uniquement de l'huile de tournesol, ce n'est pas bien. Exemple d'oméga 3, l'huile de lin, l'huile de cameline. Le bon ratio, ce serait 1/3 d'oméga 6, 2/3 d'oméga 3. Donc, vous jonglez avec vos cuillères à soupe. L'huile d'olive est une oméga 9, elle est très bien, elle peut finalement se suffire. Elle n'est ni vraiment anti-inflammatoire, mais en tout cas, elle n'est pas pro-inflammatoire. Voilà. Oui, et puis c'est parmi les huiles les plus stables aussi. Qui se conservent à température ambiante. Ouais, et puis que l'on peut cuire. Oui, parce qu'autrement, voilà, le colza, la cameline sont à conserver au frigo et à manger uniquement, enfin à consommer, pardon, à froid. Parmi les aliments aussi qui génèrent l'inflammation, il y a tous les sucres à index glycémique rapide, donc tous les sucres raffinés. Et les sucres cachés. Les sucres cachés, oui. Donc, dans les fameux plats, vous pouvez prendre un gratin parmentier acheté en grande surface. Amusez-vous, même un pesto l'autre fois. J'ai acheté du pesto. Enfin, j'ai failli l'acheter. J'ai regardé la composition derrière, il y avait du sucre.
Mais oui, mais ils en mettent partout, c'est incroyable. De toute façon, les plats préparés de manière générale, c'est vraiment très mauvais la plupart du temps en taux de graisse saturée, en taux de sucre, en taux de sel. C'est vrai que si on peut au maximum aller sur des aliments frais, alors c'est pas évident avec les rythmes de vie hyper stimulants, etc. Et on se retrouve à rentrer tard le soir à la maison, à avoir moins de temps pour cuisiner, mais c'est vrai que les plats préparés, c'est un peu la cata au niveau alimentaire. Il faut éviter, il faut apprendre à manger des légumineuses, donc des lentilles, des pois chiches, etc., qui contiennent en plus des prébiotiques, c'est-à-dire des bonnes fibres qui sont nécessaires pour l'intestin. On en parlait. Ce fameux intestin et notre système immunitaire et notre système nerveux qui en découle. Voilà. On oublie l'intestin à quel point c'est le filtre vraiment entre tout ce qui entre dans notre corps et tout ce qui sort. Donc forcément, si on n'a pas un intestin de bonne qualité, on va faire entrer des choses qui ne devraient pas, on va faire sortir des choses qui ne devraient pas non plus. Et au milieu, c'est notre santé vraiment directe dont on parle. Donc c'est très important tout ce qu'on met dans son corps. Et très important aussi d'aller sur le cru. La plupart des vitamines vont commencer à être dénaturées à partir de 42 degrés. Donc, c'est pour ça souvent on parle de cette température de 42 degrés, de manger des nutriments, parce que si on mange que du cuit, on a très peu de nutriments. Et c'est vrai que toutes ces vitamines, tout ça, ce sont des cofacteurs essentiels pour les réactions biochimiques du corps. C'est très important d'avoir des cofacteurs. Ça joue directement sur la vitalité aussi, d'ailleurs. Ah oui, non, mais complètement. Les graines germées, donc les graines germées, je suis une grande fan, c'est vraiment exceptionnel. Je ne sais pas si vous, chez vous, vous avez essayé, mais c'est très facile. Et ce qui est chouette avec la graine germée, c'est que tout est déjà là, tout est dans la graine pour faire une plante. Et il y a juste besoin de lumière et d'eau, mais tout est déjà là. Donc, quand on fait germer la graine, le germe, c'est vraiment la phase où elle est la plus en énergie de toute son existence de plante, parce que comme il n'y a pas encore la tige, il n'y a pas les feuilles, elle concentre vraiment une forte énergie. Donc, les graines germées, c'est très intéressant. On a vu les bons gras. Le vert, les principes verts à l'automne, au printemps, je ne suis pas sur la bonne saison. Au printemps, les principes verts sont très importants par la richesse en chlorophylle. Donc, on parlait de la spiruline tout à l'heure. Et d'ailleurs, il y avait une question, je vais rebondir dessus pour y répondre. On me demandait où était produite la spiruline. Alors, notre spiruline, elle est produite au Maroc parce qu'à la base, la spiruline, elle pousse dans la ceinture équatoriale. Elle n'est pas en France à l'état naturel. Elle a besoin d'être dans une eau plutôt chaude, entre 30 et 37 degrés. Donc, on a voulu au démarrage faire la spiruline en France, mais par biomimétisme, on s'est rapproché du soleil. Donc, elle est faite à la française, mais au soleil. Et avec tout un cahier des charges vibratoire, on dynamise l'eau, voilà, on fait une agitation en vortex. Il y a tout un processus vraiment pour une qualité exceptionnelle. Bien sûr, toutes les analyses de métaux lourds, de bactériologie, on ne devrait pas avoir à le préciser, mais évidemment, elles sont impeccables. On analyse 3 fois la spiruline sur sa production entre le moment où elle est dans l'eau et le moment où elle arrive. Donc, voilà, la spiruline, c'est très intéressant pour la détox parce que comme elle est très riche en chlorophylle, elle va permettre de stimuler les émonctoires, d'aider à évacuer les toxines, les déchets, les jus verts, tout ce qui est vert va être assez intéressant pour soutenir l'intestin. Et puis, on parle beaucoup d'oxygénation, il faut parler aussi d'hydratation, ça c'est très important. Parce que l'eau va nous aider aussi à drainer les déchets, à évacuer les toxines et les toxiques et à pouvoir aider le corps à se détoxifier. Le sport, l'exercice physique, le soutien du foie. Je parlais du foie aussi tout à l'heure avec son rôle essentiel au printemps. C'est important de le soutenir également. Pourquoi pas avec une bouillotte quand les températures ne sont pas encore trop élevées, parce que le fait de lui apporter de la chaleur, ça lui permet de récupérer énormément d'énergie pour pouvoir faire son fonctionnement normal. Donc ça, c'est vraiment des conseils qui sont précieux pour traverser le printemps, pour retrouver de l'énergie et pour
vraiment amplifier aussi l'oxygénation pour que tout cet oxygène puisse circuler de façon harmonieuse. Oui, ouais, bah, moi j'en suis toujours à cette prise de conscience, quoi, où il faut vraiment se dire que il faut donner à nos cellules tous les jours ce dont elles ont besoin. Et finalement, c'est pas très compliqué, hein, c'est tout simple. C'est-à-dire un oxygène de qualité et des nutriments de qualité. C'est vraiment la base pour avoir de l'énergie. C'est la base de la vie. Mais c'est vraiment une prise de conscience au départ. Quand on a cette prise de conscience, après on se dit mais comment j'ai pu faire avant? Oui, c'est exactement ça. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que le corps, au bout d'un moment, il arrive lui-même à nous dire non, stop, ça, non, ça, c'est vraiment pas bon. Oui. On sent et on est beaucoup moins attiré par des choses sucrées ou des choses qui nous font du mal parce que une fois qu'on a permis au corps d'avoir des bons nutriments, d'avoir une bonne alimentation, bah forcément, tout de suite, il reprend son chemin vers la régulation et vers l'autorégénération. Du coup, on va peut-être pouvoir passer aux questions. Si ça te va, tu avais des choses à dire. Ah, avant les questions, si tu voulais préciser des choses sur l'alimentation, Virginie, ou je passe à la suite? Non, je voulais juste en fait insister un petit peu sur cette notion aussi d'acidité qui est pro-inflammatoire. L'acidité qui vient non seulement les sucres et puis aussi les viandes rouges, les salaisons, etc. Donc c'est très acidifiant, déminéralisant et ça favorise aussi l'inflammation. Donc il faut aller vers une alimentation avec beaucoup de légumineuses, beaucoup des légumes frais, crus, des fruits crus. Et puis en termes de protéines, puisque les protéines sont nécessaires, mais elles peuvent être acidifiantes, il faudrait privilégier finalement des viandes blanches, des poissons et les œufs. Et les œufs, c'est la protéine de référence, le blanc d'œuf. L'œuf, c'est exceptionnel. Je parlais des graines germées, mais l'œuf, pareil, tout est là. Il y a juste besoin de mettre une poule qui va chauffer l'œuf pendant 3 semaines et puis il y a un poussin qui sort. Mais ce que je veux dire, c'est que tout est déjà dans l'œuf. Tout est déjà dedans. Et en le mangeant à la coque ou au plat, c'est vrai que ça permet de garder le jaune coulant et de préserver les nutriments. Et pour moi, l'œuf, c'est vraiment un pilier en termes de protéines. Et puis, c'est vraiment la seule protéine qui ne tue pas l'animal. Et c'est un vrai cadeau. J'aime beaucoup les poules et je trouve qu'on peut vraiment interagir avec elles. On peut donner toutes nos épluchures qui permettent de recycler aussi les déchets. Et voilà, c'est vraiment un écosystème assez intéressant. Voilà, vertueux. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Par rapport à l'acidité, tous les principes verts, tout ce qui est vert, ça va être plutôt alcalinisant. Tous les légumes sont alcalinisants. Donc, plus on va manger de légumes, plus on va aider à diminuer l'acidité. Donc, juste avant de passer aux questions, parce qu'il y en a, Jessica va vous donner un code de réduction sur le chat que vous pourrez utiliser sur le site de Holist. Comme ça, vous allez voir, vous pourrez tester différentes options avec une remise. Donc, c'est très intéressant. Et pour l'utiliser, il faut cliquer sur le lien qu'elle vous met sur le chat. Et puis, le code qu'elle vous donne, vous le saisissez et il est valable jusqu'à la fin du mois de mars. Voilà. Donc, pour les questions. Alors, on me demandait si on était au Salon Vivre Nature, si LiveScode est au Salon Vivre Nature ce week-end, enfin le week-end qui arrive. Pour l'instant, non, c'est pas prévu, mais on n'est pas à l'abri de peut-être y être, mais pour l'instant, non. Si ça se décide, ce sera en dernière minute, mais on est déjà engagé sur d'autres événements. Ensuite, une question. Je fais une séance par jour de 9 minutes. Je ressens des vertiges quelques secondes après. Ça passe rapidement après. Est-ce normal? Dois-je diminuer le temps de la séance? Alors, si on imagine, vous êtes en hypoxie, donc en sous-oxygénation depuis un petit moment, et vous faites une séance de bol d'air. Alors tout d'un coup, vous avez dans votre corps la quantité d'oxygène que ce corps réclamait. Donc ça peut être une des explications qui fasse que vous ayez quelques vertiges. Ce n'est pas grave.
Autre explication, peut-être que vous respirez trop vite et faites de l'hyperventilation. C'est une autre explication. Donc, veillez à avoir une respiration normale. Alors, qu'est-ce qu'une respiration normale? C'est une respiration ample, souple, profonde, qui part du ventre. Donc, c'est peut-être ça. Maintenant, comme nous le disions tout à l'heure, peut-être que vous vous impatientez un petit peu, parce que 9 minutes, ça peut être long, et que vous faites donc cette hyperventilation. Si vous le pouvez, faites 3 séances de 3 minutes, ou alors vous faites 2 séances de 6 minutes. Mais si vous... Oui, c'est ça, c'est peut-être les 9 minutes qui sont trop longues d'un coup pour... Alors, pas forcément, c'est pas trop long, mais simplement, quand j'ai par exemple une amie qui était venue essayer le bol d'air, une fois, c'est une pharmacienne qui est stressée, donc elle était en sous-oxygénation, elle a fait 1 minute d'aéro 2 et ça lui a déclenché un tournis et un gros fou rire. Maintenant, elle a fait l'acquisition du bol d'air, elle respire différemment, mais c'était ça, elle était en sous-oxygénation. C'est un petit peu comme quand on va se promener dans la forêt, tout d'un coup on dit « j'ai la tête qui tourne ». Ouais. Simplement ça, c'est le temps habitué, en fait. Voilà. C'est le temps que l'équilibre se fasse. Donc, vous pouvez continuer vos 9 minutes, essayer de respirer de manière plus ample et souple. Surveillez aussi votre respiration quand vous ne faites pas de bol d'air, parce que peut-être que quand vous arrêtez de faire du bol d'air, si vous êtes souvent en voiture ou au bureau, peut-être que vous réduisez un petit peu votre respiration. Parce que si vous passez d'un état de sous-oxygénation à un état d'oxygénation normale, le temps que l'homéostasie se fasse, il peut y avoir un léger tournis. Ce n'est absolument pas grave. Ok. Alors ensuite, quels sont les inconvénients de l'oxygénation médicale? Eh bien, c'est ce que nous disions tout à l'heure. Dans l'air ambiant, on a 21% d'oxygène, d'autres gaz et des substances aromatiques. Quand on est à l'hôpital et qu'on a un masque à oxygène, alors attention, n'ayez pas peur, c'est que vous en avez besoin à ce moment-là. Voilà, c'est ça. C'est quand il y a une indication, il n'y a pas de souci. C'est les médecins et l'équipe médicale. Les médecins, voilà, ils savent ce qu'ils font. Simplement, maintenant, la différence, voilà, on n'a pas. Si on avait un bol d'air qui fonctionnait justement comme un appareil à oxygène de l'hôpital, ce serait pro-oxydant. Donc, quand on nous met sous oxygène à l'hôpital, c'est nécessaire puisqu'on a besoin d'apporter de l'oxygène. Le bol d'air, ce n'est pas la même chose. Le bol d'air va restituer parfaitement un phénomène naturel. Ce n'est pas le cas de l'appareil à oxygène des pompiers et des médecins. Ok, alors une autre question. Et votre point de vue sur spiruline et fer? La spiruline est réputée riche en fer, mais quand on regarde, ce n'est pas toujours le cas. Alors, effectivement, la spiruline est riche en fer. D'ailleurs, on ne va pas donner de la spiruline à une personne qui a trop de fer. Après, il existe différentes qualités de spiruline, donc c'est pour ça que c'est variable d'un producteur à l'autre. On a autant de qualités de spiruline qu'il y a de producteurs. Il y a des spirulines qui sont chauffées à très haute température, d'autres qui sont chauffées à froid, et on conseille vraiment les spirulines chauffées à moins de 42 degrés pour préserver tous les nutriments dont je parlais tout à l'heure. Maintenant, sur la spiruline, certes, elle apporte du fer, mais il n'y a pas que ça. C'est qu'il y a des personnes qui ont des problèmes d'assimilation du fer, il y a des personnes qui ont des problèmes de transporteur du fer. Le fer, c'est un mécanisme assez complexe. Donc, généralement, la spiruline permet de soutenir sur les anémies. Maintenant, il faut vraiment aller approfondir la question quand ça ne bouge pas. Et aussi, ce qui est intéressant avec la spiruline, c'est que, OK, elle apporte du fer, mais elle apporte aussi de la détox. Donc, elle va permettre de mieux éliminer tous les déchets qui peuvent créer de la glu autour des cellules et qui peuvent freiner l'assimilation des nutriments. Et du coup, le simple fait de manger de la spiruline, ça peut nous aider à mieux assimiler les nutriments et donc à mieux assimiler le fer. Donc, il y a la richesse en fer qui est une chose, mais il y a aussi l'amélioration de l'assimilation. Après, on me demande... doit-on intégrer aussi de la vitamine C avec la phycocyanine pour plus d'efficacité? Alors, c'est intéressant de prendre la vitamine C avec la spiruline parce qu'elle va permettre de mieux absorber le fer. Les deux ensemble sont des cofacteurs. Maintenant, avec la phycocyanine, on peut prendre les deux
avec. C'est très bien, elles ont des actions très complémentaires. C'est pas du tout obligatoire, mais c'est deux mécanismes différents. Et dernière question sur la spiruline. Après, on me demande si la spiruline existe en paillettes et est-ce que ce sont les mêmes effets. Alors, effectivement, la spiruline, on la trouve en poudre, en paillettes ou en comprimé. Les paillettes, c'est la forme la plus brute de la spiruline parce qu'on l'a fait sécher et ça permet de la garder dans son état le plus brut possible. Elle est juste concassée. Donc, c'est un bon indicateur, une marque qui vend des paillettes. Maintenant, entre comprimé et paillettes, par exemple, je dis toujours la meilleure façon de prendre la spiruline, c'est celle que vous pouvez prendre de façon régulière. Si vous achetez des brindilles mais que vous les laissez au placard parce que vous ne les consommez pas, bah, vaut mieux prendre les comprimés. Même si entre les comprimés et les brindilles, la différence, c'est le broyage et la compression. Donc, ça reste une très bonne qualité, mais ça altère forcément un petit peu la spiruline par rapport à la brindille. Mais il vaut mieux prendre des comprimés tous les jours que des brindilles qui restent au placard. Ça, c'est sûr. Oui. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-on faire du bol d'air et prendre de la spiruline lorsqu'on a une infection pulmonaire, lorsque l'on est sous antibiotiques? Ah oui, les contre-indications du bol d'air, on n'en a pas parlé d'ailleurs. Non, on n'en a pas parlé. Alors ça, c'est vraiment... Alors j'invite au passage les gens à venir, à s'inscrire. En fait, il y a des tables rondes, il y a des ateliers pour les particuliers, il y a des ateliers pour les professionnels. Inscrivez-vous parce qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions. Alors pour répondre précisément à celle-ci, donc la personne a une infection pulmonaire, elle est sous antibiotiques. La réponse que nous ferons, c'est d'en parler au préalable à son médecin. Voilà. Posez la question à votre médecin, c'est beaucoup plus sûr. A priori, non, puisque c'est naturel, mais veillez quand même à avoir l'accord et l'avis de votre médecin. Oui, c'est ça, on est tous différents, on a tous un terrain différent, une histoire différente, oui. Et il n'y a que le médecin traitant qui connaît l'intégralité du contexte et de la situation, oui. Pour pouvoir conseiller au mieux. Oui, bien sûr, parce que pour les contre-indications, nous avons donc l'allergie à l'huile essentielle de térébenthine, les épisodes de convulsions et les épilepsies. Ça, ce sont vraiment des contre-indications strictes. Mais d'une manière générale, justement, lorsque quelqu'un est en traitement, normalement, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait d'interaction. Je pense y compris avec la phycocyanine. Maintenant, il est toujours plus prudent d'en parler avec son médecin référent. Exactement. Est-ce que tu as des choses à ajouter, Virginie? Je crois qu'on va arrêter là pour les questions, du coup. Oui. Non, je crois que non. Pour conclure, voilà, je dis toujours la même chose. Remettons nos petites cellules qui composent notre corps et notre mental aussi dans les situations les plus favorables possibles. Et parfois, c'est vrai, hein, on se dit, il faut en arriver là. Je veux dire, il faut maintenant que l'on recrée la nature, tellement notre environnement a été abîmé. Mais la bonne nouvelle, c'est que il existe des appareils, oui, qui recréent vraiment cette des nature. Conditions optimales. Et autant en profiter parce que ça fait du bien au corps, mais ça fait aussi beaucoup de bien au mental et à l'intellect. Oui, puis là, on en parle dans un contexte voilà, d'allergie, mais ce qui est important à souligner aussi, c'est le cas et pour la phycocyanine ou pour le bol d'air, c'est que il ne faut pas forcément attendre d'avoir des symptômes ou d'être malade ou d'avoir des problèmes pour l'utiliser. C'est-à-dire que pour tout le monde, en prévention, en soutien justement du fonctionnement normal du corps, c'est vraiment précieux. Et l'idéal, voilà, c'est de pouvoir les utiliser pour conserver un fonctionnement optimal et une santé, tout au long de l'année, sans attendre forcément d'avoir des soucis pour pouvoir se poser la question de les utiliser. Oui, on peut dire que le bol d'air et la phycocyanine, ce sont en fait des piliers. Des piliers, voilà, ça c'est solide. Et puis après, on continue. On se met à bien manger, on se met aussi à bouger, parce qu'il faut aussi que ça circule dans le corps.
Et après, Exactement. on construit. Mais si on n'a pas ces bases-là, de toute manière, même mentalement, on n'arrive pas à prendre la décision d'aller mieux et de mettre en place les choses qui vont nous permettre d'aller bien. Et l'oxygène, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment la toute première chose dont on a besoin. C'est le premier aliment de la cellule. Et s'il en manque, et voilà, on ne le sent pas, mais dès que ça manque, de toute façon, il y a quelque chose il y a l'inflammation, c'est ce que nous disions, il y a beaucoup de choses, et en fait, on s'en aperçoit une fois que la fatigue chronique est installée, une fois que le terrain allergique est installé, une fois que les pathologies sont installées. Donc, il vaut mieux finalement dire, eh bien, je commence dès maintenant à mettre mon corps dans les meilleures conditions. Ok, bon ben voilà, je pense que tu as tout bien résumé. Donc on va vous dire au revoir. On reste à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter nos services clients respectifs. On est là pour y répondre. Et plein de bonnes choses à vous. Traversez bien le printemps. Vous avez toutes les clés pour le faire en forme et en vitalité. Et merci à toi, Virginie, pour cet échange et pour tes partages. Merci à toi aussi, Laetitia. Merci. Allez, au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt.